Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des deux rédacteurs en chef de l'équipe, et je suis rejoint cette semaine par le grand comeback de Shai Mamou, revenu en pleine forme, et par le back-to-back de Benjamin Moubèche, voilà, qui était avec nous déjà la semaine dernière et qui est là cette fois-ci en lieu et place d'Antoine Pimel. Comment ça va les gars? Ça va Super, super nickel. et toi? Eh ben, ça va pas mal du tout. Deux choses importantes. Déjà, je vous rappelle que le dernier numéro du MOOC Rivers spécial Playmaker, le numéro 10, est toujours disponible sur la boutique de basketsession.com. Voilà, si vous voulez tout savoir de comment les meilleurs playmakers sont devenus les meilleurs playmakers, comment un petit peu la manière d'apprendre la prise de décision a pu changer dans le basket moderne, tout ça. 240 pages, édition limitée, comme chaque numéro, c'est retrouvé sur Basket Session. Et l'autre chose voilà, qu'on voulait vous annoncer, c'est qu'on va, après ce podcast, on va faire un petit break de 3 semaines, histoire de recharger les batteries un petit peu. Et puis, on vous retrouvera voilà, la semaine du 20 août, a priori, pour le retour du podcast avec l'équipe au complet. Voilà, mais pour finir de belle manière, on s'est dit qu'on allait aborder une équipe finalement dont on a peu parlé ces derniers temps en raison de la prépondérance des Nets, du moins du côté à l'Est, dans les rumeurs autour du trade potentiel de Kevin Durant, c'est les Philadelphia 76ers. L'équipe de Joel Embiid, James Harden, pas mal de choses à voir. Il y a eu du changement dans le roster. James Harden qui a opt-out et qui a re-signé dans la foulée avec les Sixers, on va en reparler. Et cette équipe qui finalement a terminé la saison dernière par une grosse déception en playoff, en laissant une impression de vraiment un désagréable goût dans la bouche pour les fans des Sixers, et qui, l'air de rien, fait quand même partie des principaux prétendants au titre, ou du moins à la finale du côté de la conférence Est. Voilà, première question tout simplement tous les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de l'intersaison des Sixers? Voilà, quel sentiment ça vous laisse avant qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce qui a pu être fait? Disons que là, ces derniers temps, avec la prolongation d'Arden, j'étais un peu circonspect au début parce que je fais peut-être partie des gens qui sont un peu pessimistes à son sujet. Je me dis, est-ce qu'on va retrouver un jour le Harden en suffisamment bonne condition physique? Et même s'il est en bonne condition physique, est-ce qu'il a encore les mêmes capacités pour être le joueur de niveau MVP et tout ça? Puis il y a eu tout ce qui s'est articulé autour de son sacrifice supposé financièrement, tout ça. Mais ce que je vois de lui et de ce qui se fait autour de l'équipe ces derniers temps me rend plus optimiste que prévu, on va dire. Et aussi parce qu'il y a une base relativement solide quand même dans l'équipe. Quand tu as Embiid qui a un MVP potentiel dans l'équipe, et s'il évite les blessures, tu sais que tu as quand même du lourd. J'ai trouvé leur intersaison plutôt pas mal après avoir été sceptique dans un premier temps. Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Je pense qu'ils auraient difficilement pu faire mieux parce que l'objectif, c'était la re-signature de James Harden et de se renforcer à côté. Et si James Harden avait pris son option, ça aurait été extrêmement compliqué. En l'occurrence, ça a permis de dégager le cap nécessaire pour faire des signatures qui étaient top. Donc, Daniel House Jr., PJ Tucker, qui apporte vraiment quelque chose qui manquait à l'effectif. Un peu de renfort sur le poste 2 avec Trevelin Quinn, ça passe un peu inaperçu, mais c'est le MVP de la G-League. Il devrait pouvoir gratter peut-être une dizaine de minutes par match la saison prochaine. Et au passage, un truc qu'on a quasiment oublié, Danny Green, qui s'était blessé et qui allait servir à rien l'année prochaine, a été tradé au Grizzlies contre DeAnthony Melton, qui occupe un vrai rôle dans cette équipe et qui vient combler un vrai manque dans l'effectif des Sixers. Donc globalement, en fait, ils ont coché plein de cases pendant l'intersaison et sans faire trop de bruit, ils sont vraiment renforcés pour être un vrai contender l'année prochaine. Donc forcément, je suis plutôt convaincu par ce qu'ils ont fait. Ouais, bah, je partage votre avis à tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont réussi finalement à renforcer leur équipe, à renforcer le roster, sans avoir à se départir d'aucune pièce maîtresse ou d'aucune pièce vraiment importante. Comme tu le notais, Benjamin, finalement, remplacer Danny Green, qui de toute façon n'aurait pas joué ou très peu joué, par D'Anthony Melton, c'est vraiment un coup parfait. Signature Daniel House, très bien. PJ Tucker, vraiment le type, je pense, de présence qui manquait aux Sixers, à la fois sur le terrain et peut-être aussi dans le vestiaire et à l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très bien joué. On va revenir simplement, peut-être rapidement, sur cette fameuse option de James Harden. Donc il avait une option
qui lui aurait permis de récolter 47,4 millions de dollars cette saison. Il a choisi d'opt-out, donc de devenir free agent, de laisser dans un premier temps les Sixers faire les mouvements qu'ils avaient besoin de faire, de signer des joueurs pour ensuite renégocier lui son contrat. Il est reparti donc sur 2 ans, 68,6 millions de dollars, sachant qu'il y a une option pour la deuxième année. En gros, à la fin de la saison prochaine, s'il le décide, il peut à nouveau opt-out de son contrat et redevenir free agent. Euh, d'un point de vue sportif, ce choix de James Harden me semble avoir été vraiment hyper judicieux. Ça a permis à l'équipe de se renforcer, de compléter le roster, d'apporter notamment des joueurs capables de défendre pour encadrer Tyrese Maxey et James Harden, qui sont quand même pas pour l'instant les deux plus gros stoppeurs de la ligue, et de renforcer un petit peu cette polyvalence défensive du côté des Sixers. C'est aussi, de mon point de vue, je pense, un très, très bien joué d'un point de vue communication. On sait à quel point la fanbase des Sixers est dure et hardcore. Le fait de procéder comme ça a permis à James Harden de dire, bon, regardez, moi je suis vraiment là pour gagner un titre, je suis prêt à prendre moins d'argent, même à me sacrifier. Alors là, on peut mettre vraiment une quinzaine de guillemets autour de ce terme de sacrifice en termes de salaire pour permettre à l'équipe de se renforcer. Et voilà, je veux gagner, on va faire ce qu'il faut pour gagner. Et simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'an prochain, il y a de bonnes chances pour que le salary cap augmente, que l'an prochain, il y aura comment dire, un- une cuvée de free agent potentiel qui sera vraiment importante. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui vont quand même essayer de se faire de la place dans leur masse salariale pour l'été prochain. Donc, meilleur scénario possible. Si les Sixers sont champions, bah là, incroyable. Mais ne serait-ce que si les Sixers font une bonne saison et que James Harden fait une saison à la hauteur du talent qu'il a, donc pas comme la saison passée, il pourra dans tous les cas opt-out et renégocier un contrat moyen, enfin long terme ou moyen terme avec les Sixers ou une autre équipe, et donc largement récupérer l'argent qu'il a sacrifié, encore une fois, entre guillemets, cette année, en essayant d'aller chercher un contrat plus long par la suite, qui le permettra d'engranger encore les millions de dollars, alors qu'il sera bien avancé dans sa trentaine, parce que là, il s'apprête à avoir 33 ans cet été. Voilà en gros le panorama. Euh, Qu'est-ce que, la question en fait qui se pose, je pense, c'est quel James Harden on peut s'attendre à retrouver sur le terrain l'an prochain. Beaucoup de choses ont été dites, notamment suite à ces playoffs catastrophiques, notamment le dernier tour qui a vu l'élimination des Sixers. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à James Harden, à son potentiel sur le terrain? Déjà, moi, je pense que c'est important qu'il ait re-signé, déjà pour lui, parce que il allait commencer à avoir une étiquette de type complètement instable, même plus forcément digne d'un MVP, qu'on imagine rester assez longtemps dans des équipes, etc. Là, avec le couac à Brooklyn, qui s'est achevé super tôt et dans des circonstances assez folles, on en a suffisamment parlé, j'aurais trouvé ça dommage qu'après seulement quelques mois à Philadelphie, où il n'y a pas eu forcément le temps ou le contexte pour que l'alchimie se produise, qui repartent encore ailleurs pour un autre projet. Ça, voilà. Et je ne suis pas forcément un énorme fan de James Harden, mais pour la fameuse legacy, je trouve que ça aurait commencé à faire vraiment tâche. Donc je suis déjà content au moins qu'il ait l'opportunité de montrer qu'il peut redevenir le joueur qu'il a été. Après, j'ai quand même des doutes sur sa capacité à redevenir le moteur qu'il était à 100%. Pas tellement que sur la condition physique, parce qu'on voit qu'il a tendance, mine de rien, à avoir des écarts en termes de forme physique pure et dure, hein, en termes de poids, de conditions tout court. Mais de ce qu'il montre pour le moment, en dehors du terrain, parce que là, on n'a rien vu, on n'a pas vu d'entraînement. Il a l'air d'être en bonne forme physique. Et surtout, moi, c'est pour l'instant, ce qui est en dehors du terrain que je trouve intéressant, c'est qu'il a l'air de vouloir être un élément fédérateur. Il communique assez là-dessus, sur le côté. Regardez, on organise des dîners avec les autres joueurs de l'équipe. Je prends les jeunes sous mon aile. Il a parlé des autres. Harden, ça n'a pas souvent été un mec qui a parlé des autres, hein, dans sa carrière, mine de rien. Il a l'étiquette d'individualiste et il l'a assumé en termes de communication. Je l'ai vu être assez expansif sur Tyrese Maxey récemment, en disant qu'il avait une énorme confiance en lui, qu'il avait vraiment hâte de continuer à jouer avec lui, de le voir progresser. Il parle d'Embiid et du niveau qu'il a. Donc, je suis optimiste en tout cas sur ce qu'il montre. J'ai l'impression qu'il a envie de redevenir le joueur qu'il était il n'y a pas si longtemps. Après, est-ce que dans les faits, il va pouvoir y arriver sur le strict plan athlétique? J'en suis pas encore convaincu. Benjamin, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ouais, c'est un peu la question. Je pense qu'elle est vraiment sur ce que vient de dire Shai. C'est déjà le plan athlétique parce que la saison dernière, il avait vraiment perdu en explosivité sur son premier pas et ça a tout changé dans son jeu. Il prenait beaucoup moins de drive et c'est un joueur qui, quand il va moins vers le panier, est beaucoup, beaucoup moins efficace. De manière générale, il a été aussi beaucoup moins bon à la création. Par exemple, quand on prend ses playoffs, certes, il a 8,6 passes, mais il est surtout à plus de 4 ballons perdus par match. Et le problème, c'est que ça, on l'a beaucoup vu, c'est que James Harden aux Sixers est un James Harden créateur comme il l'a été un temps à Houston. Il joue plutôt le poste de meneur avec Tyrese Maxey qui va jouer avec lui sur le backcourt et qui a un profil beaucoup moins créateur. Et clairement, on peut s'attendre à ce que la saison prochaine, James Harden reprenne un peu ce rôle où il va vraiment distribuer le ballon en priorité à Joel Embiid évidemment, à Tobias Harris, à Tyrese Maxey, à plusieurs joueurs. Ils ont un effectif suffisamment complet pour qu'il ait plus besoin d'être le joueur qu'il était à Houston en mettant des 40 points par match pendant 10 matchs consécutifs. Donc, il va pouvoir se permettre de rester ce gars-là qui score moins de 30 points. Maintenant, il faudrait quand même qu'il y ait une évolution du coup au niveau de la création et qu'il retrouve ce niveau-là, notamment en drivant plus, ce qui passe par son reconditionnement physique, mais aussi qu'il redevienne une menace plus sérieuse de manière générale offensivement, parce que c'est aussi ça qui crée sa capacité à créer, justement, à faire du playmaking, parce que c'est un joueur qui attire les défenses et qui crée des décalages. Et ça, pour Joel Embiid en pick and roll, pour Tobias Harris, pour PJ Tucker qui reste dans le corner, c'est parfait. Mais il faut que James Harden redevienne ce joueur incisif et offensif qu'il était au moins par le passé à Brooklyn et à Houston. Donc, il y a un peu ce paradoxe-là de se dire James Harden ne sera plus le scoreur qu'on a connu, mais il faut qu'il retrouve au moins un petit peu du feu intérieur qu'il avait avant pour être impactant aux Sixers. Parce que le James Harden qu'on avait en playoff était très décevant. Je pense que les statistiques sont même pas pertinentes parce que ce qu'on voyait sur le terrain, c'était tellement plus parlant de le voir un petit peu apathique, perdre des ballons, de le voir limité, bloqué finalement dans ce jeu-là. Donc il faudra vraiment qu'il revienne en forme et qu'il revienne dans le contexte collectif où il est vraiment le distributeur, où il est vraiment donc en phase avec les autres joueurs. Et comme disait Shai, ce qu'il fait cet été en se rapprochant de toute l'équipe, en essayant d'être un petit peu ce gars fédérateur, ça ne peut être que positif par rapport au rôle qu'il devrait avoir l'année prochaine. Ouais, Je sais vas-y, pas, je sais Stéphane. pas exactement de quelle version ils ont besoin, parce qu'il a montré par le passé qu'il pouvait s'adapter. Les premiers temps à Brooklyn, c'était franchement bien. Il a eu la période de floor general à Houston aussi qui était plutôt cool. Et j'arrive pas à savoir, je me demande s'il y a quand même peut-être un scénario où ils ont besoin de leur. Alors, pas tous les matchs, hein, mais il va pas tourner à 30 points de moyenne tous les matchs, mais d'avoir une vraie énorme deuxième option offensive au scoring derrière Embiid. Et je me demande s'il a s'il a encore la possibilité de le faire. Je me demande si les Sixers n'auraient pas besoin de ça aussi et pas que du playmaker qui distribue le jeu, parce que je ne sais pas si ça suffira en fait. En fait, il y a tellement une disparité entre ce qu'il montre en playoff et en saison régulière que il faudrait en fait qu'il soit à géométrie variable et qu'il soit bon partout dans les domaines qu'il a réussi à maîtriser à un moment dans sa carrière. Et j'allais dire, même en défense, où parfois, quand il se faisait violence avec son gabarit, il arrivait à être plus correct que ce que ne laissaient montrer toutes les compilations un peu ridicules qui tournaient, où on le voyait bailler au corneille à droite à gauche. J'ai l'impression qu'il a besoin, il faut peut-être même qu'il s'enferme pas dans un rôle particulier et qu'il soit voilà, disponible et adaptable autour de Joel Embiid, en fait. Voilà. Non, mais c'est très intéressant tout ça. Effectivement, ce que les playoffs ont montré, c'est que malgré tout, physiquement, il était trop diminué. Alors, est-ce que c'est parce que par manque d'entraînement, faible condition physique ou parce qu'il y avait une blessure qui le gênait? Moi, ce que je retiens de ces playoffs, c'est que si son step back 3 tombait pas dedans, il devenait trop facile à défendre parce qu'il avait plus cette capacité à attaquer le cercle, comme tu le disais, Benjamin, à fixer par le drive. Il était trop bien attendu par les défenses. Donc là, ça sera intéressant de voir dans quelle mesure il va pouvoir revenir. Je pense que dans tous les cas, on ne retrouvera pas le James Harden flamboyant MVP. Je pense que Philadelphie ne retrouvera pas ce joueur-là. Ceci dit, ça ne me semble pas forcément grave non plus
dans le sens où cette équipe, sur le papier, ça me semble être peut-être la plus talentueuse dans laquelle James Harden est joué, la plus complète en tout cas. Voilà, avec Joel Embiid, MVP en puissance, même un joueur dont on n'a pas parlé, Tobias Harris, dont on parle plus souvent pour le montant du contrat que pour ses capacités sur le terrain. Mais si c'est ta troisième, quatrième option, ça reste un joueur quand même de très bonne facture. Tyrese Maxey, là, il y aura aussi quelque chose de très intéressant à suivre. Est-ce qu'il sera capable de passer un cap encore une fois comme il l'a fait l'année dernière? Là, si c'est le cas, Philly devient vraiment très dangereux. La question que je trouve intéressante, effectivement, c'est celle-ci, c'est de savoir, effectivement, je pense que Philadelphie a besoin de James Harden dans l'alternance, en tant que scoreur, en tant que playmaker, que ça soit dans le pick and roll ou encore une fois, la relation sur pick and roll avec Joel Embiid était l'une des plus dévastatrices de toute la ligue l'an dernier sur ce type d'action, mais aussi distributeur. Et la question là que je me pose, c'est d'une, est-ce que James Harden est capable malgré tout de varier son jeu à ce point? On l'a vu changer de jeu quand il était aux Nets, dans le sens où il montait la balle et il la lâchait rapidement. Ce qu'on n'a jamais vu encore une fois, c'est sur attaque posée, être capable de lâcher la balle et de rester utile. Lâcher la balle, bouger, aller se mettre, rester disponible pour le reste du jeu, ça, on l'a pas encore vu faire. Et la question que je me pose un petit peu, c'est pas que c'est ma marotte, mais j'y reviens malgré tout, c'est est-ce que Doc Rivers est capable de mettre en place un système de jeu qui permette de créer du mouvement, qui permette d'aider James Harden à rester une menace, même quand il n'a pas la balle? C'est une question que je me pose. Voilà, c'est la question que je me pose. Sur le terrain, je pense que cet effectif est extrêmement complet, talentueux, polyvalent et dangereux. Je pense qu'on peut s'attendre, là encore une fois, on part du principe, enfin, sauf blessure bien sûr, mais comme pour n'importe quelle équipe, elle a tout ce qu'il faut pour faire une énorme saison régulière. En playoff, je pense que ça, il y a d'autres questions qui risquent de ressurgir, notamment la capacité des joueurs à pas se blesser. Joel Embiid, enfin, c'est pas forcément de sa faute, mais c'est vrai que la fin de saison a été compliquée en playoff. Il a enchaîné le pouce, blessé au pouce, fracture au niveau de la pommette, etc. Bon, ça, Tous c'est des les ans, choses. hein. Tous les ans, il a à chaque Exactement. campagne, même quand il soit, enfin, il est toujours fort en saison régulière, et il y a toujours un petit pépin physique, mais qui est peut-être lié aussi à la charge enfin, aux responsabilités qu'il a pendant la saison régulière, hein. Ça, c'est pas. Mais malheureusement, ouais, il y a toujours un petit manque de fiabilité physique qu'on retrouve chez d'autres joueurs, hein. C'est pas le seul, mais ça pose problème parce que Philly est beaucoup trop dépendant de lui. C'est pour ça que je dis aussi que ce serait bien d'avoir une autre énorme deuxième option. Exactement, tout à fait d'accord. Et toujours sur les playoffs, est-ce que James Harden sera capable, ne serait-ce que de maintenir son niveau en playoff? Chaque année, c'est quand même un joueur qui joue moins bien en playoff qu'en saison régulière. Et est-ce que Doc Rivers pourra être le coach capable de trouver des solutions, de s'adapter face aux ajustements adverses ou de créer un système de jeu, des principes de jeu qui permettent à son équipe de tirer le maximum de tout son potentiel? Moi, ce sont quand même les questions sur lesquelles j'ai de gros doutes. Autant pour Joel Embiid, je pense que c'est finalement pas le plus gros doute que j'ai parce que les blessures, ça arrive. Et puis, il suffit de se rappeler le début de carrière de Stephen Curry. On se disait, bon, bah, c'est dommage, ce sera jamais un joueur dominant parce qu'il est trop blessé. Finalement, ça fait maintenant 10 ans qu'il évite, grosso modo, les pépins et que c'est un des joueurs les plus réguliers de la ligue. Donc, il y a bien un moment où ça paiera pour Joel Embiid. Pour le reste, j'ai quand même mes doutes, mes questions. Mais en tout cas, je trouve quand même que, voilà, les Sixers ont très bien joué leurs cartes sur cette intersaison. Ça va être intéressant de voir aussi ce qu'ils peuvent donner avec une saison complète. Il faut reconnaître aussi qu'ils voilà, ils ont le trade de James Harden s'est fait en cours de saison. Il n'y a pas eu de continuité. Là, ils ont réussi finalement à renforcer l'équipe tout en restant dans la continuité. Je m'attendais peut-être à ce que Doc Rivers saute, très honnêtement, hein. Pendant l'intersaison, c'est pas le cas. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, l'an prochain. Et c'est vrai que, en fait, je pense que la saison dernière, déjà, il y avait ce problème de pas d'alchimie, mais aussi l'effectif était un petit peu limité dans le sens où il avait plein de défauts, plein de manquements. Et par exemple, Matisse Thybulle, qui jouait un nombre assez élevé de minutes et avait un apport bah, nul, littéralement, en attaque, c'était juste dramatique. Là, en fait, cette saison, il va y avoir l'avantage aussi, tant pour Doc Rivers que James Harden, de la facilité d'avoir des joueurs qui peuvent tous tirer. Donc, potentiellement un 5 majeur à base de James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris, PJ Tucker et Joel Embiid, avec 5 joueurs qui peuvent tirer à 3 points et 5 joueurs qui sont vraiment doués offensivement et beaucoup qui sont très sérieux défensivement, notamment les postes 3, 4, 5 sur ce line-up. Et en l'occurrence, en fait, avoir un effectif comme ça qui est aussi complet, qui est aussi
à l'aise avec son tir. C'est tellement plus simple pour Doc Rivers de le gérer. Et en même temps, c'est tellement plus simple aussi pour James Harden de trouver de l'espace quand il y en a plus sur le terrain et de trouver des passes quand tous les joueurs sont en capacité de marquer. Alors qu'avant, avec des gars comme Seibul et avec un Maxi qui grandit, en fait, c'était beaucoup plus compliqué. Et aussi, un truc qui est assez important, c'est le banc qui a pas mal évolué et qui permet beaucoup plus de combinaisons. Doc Rivers, c'est pas un coach tactique, très clairement. C'est un coach qui a toujours eu une limite dans les systèmes, qui a toujours eu une tendance à ne pas bien s'adapter face à ses adversaires en playoff. Mais en revanche, c'est un gars qui a toujours bien géré ses rotations et ça lui a toujours permis de s'en sortir plus ou moins dans des séries de playoffs ou en saison régulière. Et là, maintenant qu'il a déjà des Anthony Melton, qui est un nouveau créateur sur le banc, qui peut éventuellement combiner avec James Harden ou Therese Maxey ou le faire jouer sur des minutes où aucun des données là. Il y a Daniel House Jr. qui est une vraie option à l'aile au-delà de Matisse Seibel, qui reste dans l'effectif et qui reste malgré tout une option. Et mine de rien, Daniel House Jr., c'est un joueur qui, pareil, peut tirer, qui est intéressant offensivement et qui n'est pas du tout mauvais en défense. George Niang reste dans l'effectif et reste un super joueur de banc. Donc, mine de rien, au final, il y a tellement plus d'options pour un coach qui sait vraiment bien gérer ses rotations, comme on l'a vu aux Clippers, notamment après le départ des stars, que je me dis peut-être que cette saison-là, Doc Rivers ne sera pas totalement ridicule. C'est Doc Rivers, donc voilà, pas totalement, mais il a vraiment des chances de pouvoir faire quelque chose parce que c'est le genre d'effectif dont il a besoin pour faire quelque chose de correct. Donc j'ai envie de dire qu'il a au moins les cartes pour faire les choses bien et j'ai envie d'y croire. Et je pensais aussi qu'à un moment, Daryl Morey voudrait vraiment mettre son coach en place, qu'il aurait choisi de A à Z. Donc j'étais un peu étonné que ça continue, mais c'est pareil, je suis toujours sceptique avec Doc Rivers parce qu'on a toujours l'impression en fait, il est jamais aussi bon que quand il a une équipe d'outsiders revanchards qui est pas forcément attendue. Enfin, la saison avec les Clippers où il avait les Pat Beverly C'était et sa meilleure saison en Shai tant que Gilgeous coach, hein, je trouve. Alexander. Voilà, je suis d'accord avec ça, c'est sa meilleure coach, la saison en tant que coach. Parce que même si on peut reprendre, c'est même son début avec Orlando. Il n'arrête pas de dire justement qu'il avait une équipe de bras cassés, limite. Bon, il avait quand même Tracy McGrady, Ce mais que j'allais dire, tu avais un mec qui était potentiellement MVP tous les ouais, ans où il l'a eu quasiment. c'est ça. Mais quand on lui rappelle que, après, c'est pas agréable de se faire rappeler qu'on a plusieurs défaites en ayant mené 3 en playoff et tout ça. Mais quand derrière, il te dit qu'avec Orlando, il avait une équipe de départ, c'est compliqué, quoi. Mais bon, toujours est-il que j'ai toujours des doutes avec des équipes aussi fortes sur le papier. Je ne saurais pas dire exactement ce qui va pas. Effectivement, peut-être une question d'adaptation, comme tu disais, Benjamin. Euh, j'ai toujours ce sentiment que cette équipe aura du mal, tant que c'est lui le coach, en fait, aura du mal à répondre aux attentes, malgré toutes les qualités qu'il a. C'est un player's coach. Voilà, au niveau vocal, au niveau discours, il est certainement très inspirant, mais je sais pas, dans cette NBA là maintenant, j'ai l'impression que sa méthode est un tout petit peu dépassée, ce qui l'empêcherait pas d'être bon avec une autre équipe, comme je disais, une équipe avec moins d'attente et de pression autour, mais voilà, il a acquis un tel standing que c'est compliqué de faire autrement. Ouais, sinon, j'ai aussi du mal à envisager les Sixers ultra performants avec un Embiid avec une telle charge de responsabilité comme il va encore. J'ai l'impression que le MVP, c'est quand même un objectif pour lui. Il est déçu de ne pas l'avoir depuis 2 ans. Et en même temps, j'ai du mal à le voir être fort en playoff ou pas blessé en playoff s'il doit jouer 72 matchs avec une telle charge sur lui. En fait, ça me fait penser. Il y a d'autres joueurs qui ont ce problème-là. J'ai la même impression avec Anthony Davis. En fait, s'il a pas des énormes joueurs autour qui peuvent lui permettre d'être moins sollicité, un peu moins sollicité au moins, et de pas être dans une course au MVP, j'ai l'impression que ce sera difficile pour Philadelphie en fait. En fait, Ouais. c'est vrai que Embiid, c'est limite pire qu'Anthony Davis parce que depuis qu'il est arrivé dans la ligue, il n'a pas passé une seule saison sans blessure. C'est-à-dire qu'il est arrivé déjà avec une fracture de la cheville en NBA. Et derrière ça, j'ai un petit historique de ses blessures, c'est déchirure du ménisque à chaque genou, déchirure d'un ligament du pouce duquel il a été opéré récemment, 2 fractures de l'orbite, pareil, ça lui est arrivé cette année. Euh, Pas mal d'entorses, tendinites, contusions, etc. C'est un joueur qui systématiquement est blessé. Donc c'est vrai que la santé de Joel Embiid sera un vrai point cette saison. Au moins, l'avantage d'avoir PJ Tucker dans l'effectif, c'est que potentiellement, il va peut-être prendre des minutes en 5. Parce que l'année dernière, en playoff notamment, le gros problème, c'était que les options derrière, c'était Paul Millsap et DeAndre Jordan. Et ce n'est pas des options. C'est pas censé être des options. Et là, pour le coup, il va éventuellement avoir des backups et ça pourra lui permettre de jouer un peu moins en saison régulière, peut-être sur les premiers tours de playoff. Et on l'espère éviter les blessures et peut-être connaître sa première saison depuis 2014 sans blessure.
Ah, mais c'est presque un petit miracle. Enfin, là, de le voir quand on repense au début, limite, à l'époque, on nous aurait dit, ouais, il va réussir à faire 65 matchs par saison et être niveau MVP. On aurait dit, ouais, on signe tout de suite parce que c'était inespéré les 2 premières saisons. Où on disait qu'il avait besoin qu'il y ait un mec qui vérifie son frigo quand il était à l'hôtel, tellement il mangeait n'importe quoi, il buvait n'importe quoi. Mais que le mec revenait et voyait qu'il y avait toujours les mêmes choses dans le frigo et que l'autre allait bouffer des burgers. Enfin, c'était terrible. Tu te disais, il va jamais y arriver. Là, le scénario actuel est presque. Franchement, moi, je le trouve presque inespéré par rapport au début de sa carrière. Donc, je trouve que c'est déjà bien. Mais pour moi, c'est plus maintenant, alors maintenant qu'il est devenu à peu près fiable physiquement sur l'ensemble d'une saison, à jouer ne serait-ce que 60 matchs, c'est plus sa soif d'être MVP, d'avoir des trophées, d'être le joueur, vraiment un des alpha dogs de la NBA qui me fait dire que ça va être compliqué. Je ne le vois pas forcément accepter de la gestion de minutes, des choses comme ça, alors que c'est peut-être ce dont Philadelphie aurait besoin, je pense, malheureusement. Ouais, parce qu'effectivement, je pense on peut partir du principe qu'il ne fera pas une saison à 82 matchs. La question, c'est plus de savoir quel timing les blessures, en fait. C'est si tu peux choisir le moment où il risque de se blesser, essayer d'espacer les matchs au maximum en saison régulière pour espérer un run en playoff et qu'à ce moment-là, il ne se blesse pas. Ce qui est intéressant, tu parlais de polyvalence du roster, Benjamin, c'est que les Sixers sont encore de la marge, en fait. Il leur reste encore un peu d'argent en dessous du cap. Ils ont aussi la capacité, s'ils le souhaitent, de trader, notamment, on parle de Ty Bull qui est passé de joueurs intouchables aux Sixers à, comme tu le disais, joueurs quasiment impossibles à mettre sur le terrain parce que trop limité offensivement. À voir aussi dans quelle disposition il reviendra, mais c'est un joueur qui peut intéresser d'autres équipes, je pense. Il y a le cas Tobias Harris aussi qui peut peut-être intéresser d'autres équipes en courte saison, de manière à ce que les Sixers puissent se positionner ensuite comment dire, le marché des buyouts, les joueurs qui auront été coupés par d'autres équipes et qui pourront intégrer des rosters avant les playoffs. Donc tout ça, c'est quand même des données intéressantes pour Philadelphie. Effectivement, pour en venir à Joel Embiid, ça va être intéressant de voir aussi quel sera le positionnement des Sixers. Est-ce qu'ils vont se mettre tout de suite en load management dès le départ, comme les Raptors avaient pu le faire avec Kawhi Leonard, par exemple, ou d'autres équipes ont pu le faire, ou les Clippers, une fois pareil, avec Kawhi, la première saison, où ils espaçaient vraiment les matchs. Ça va être intéressant de voir ça. Je pense que malgré tout, le roster, si la sauce prend, s'il y a un petit peu d'alchimie et voilà, que tout le monde adhère au projet, il est suffisamment polyvalent et talentueux pour pas se faire peur en saison régulière et pouvoir se permettre ce luxe de reposer Joel Embiid quand il y en aura besoin. La question, c'est vraiment ça, c'est quelle dynamique au moment des playoffs. Ce qui se passera aussi à côté, on va pas revenir sur les rumeurs autour des Nets, mais il y a Boston quand même qui est déjà, quoi qu'il arrive, impressionnant aussi sur le roster. Il y a Milwaukee qui sera très fort. Voilà, il y aura tout ça à prendre en compte. Mais je suis partagé en fait avec cette équipe des Sixers parce que si on me mettait joueur X avec simplement le talent à côté et coach X, je me dirais bah, cette équipe elle est énorme en fait, elle a tout pour être vraiment parmi les prétendants. Et en même temps, on a tellement été déçus par les Sixers récemment, par James Harden, quand même faut le dire, par ses contre-performances même je devrais dire en playoff, par celle de Doc Rivers aussi en playoff, que j'ai du mal à croire malgré tout, j'ai du mal à les mettre vraiment dans les prétendants principaux pour le titre en tout cas. Il y a un truc aussi à prendre en compte. T'en parlais tout à l'heure, Théo, mais on se rend pas compte parce que forcément, on est en France, on va pas voir les matchs là-bas. Voilà, mais la pression populaire à Philadelphie, ça a fait craquer. Alors, Ben Simmons, c'est pas l'exemple du mec forcément solide mentalement, etc. Il a voilà, des soucis qui lui sont propres, hein, mais la pression populaire là-bas, c'est terrible. On parle toujours de New York, c'est la ville du basket, les Lakers, enfin, le marché de Los Angeles, voilà, c'est un peu le star system, tout ça. Philadelphie et Boston aussi, on peut le mettre un peu dans la même catégorie, mais à Philadelphie, les gens, ils sont complètement dingues en fait. Et ils te mettent une pression populaire qui est folle, que ce soit dans la rue, dans les médias. Si vous vous rappelez bien, avec Ben Simmons, on parle juste qu'il a raté une série de playoffs, entre guillemets, peut-être même un match où il refusait un peu d'attaquer, il n'était pas bien. Derrière, même le présentateur météo lui promettait l'enfer s'il revenait jouer ou s'il revenait pas jouer. Tous les gens ont leur mot à dire sur le truc. Et c'est-à-dire que le mec, il va sur les réseaux, il allume la télé, il voit des gens en train de le défoncer, des gens qui sont dans sa ville, pas des gens, pas Stephen A. Smith à 500 bornes, des gens qu'il va croiser tous les jours s'il va faire ses courses, s'il se promène. Enfin, donc, c'est une ville avec une pression populaire énorme alors qui me semble aller bien convenir à Embiid, qui a l'air de rechercher
cette passion, mais ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde. Je ne sais pas si James Harden, si les choses deviennent compliquées, est-ce qu'il y a des situations où il a un peu fui quand ça devenait compliqué. Je ne sais pas si à Philadelphie, sur toute une saison, si ça ne prend pas tout de suite, je ne sais pas s'il va avoir envie de se frotter à ça à ce stade de la carrière et avec ce qu'il a montré. C'est un paramètre qui, moi, me paraît aussi important, toute la ferveur autour qui est parfois pas simple à supporter. Je ne sais plus quel joueur disait que c'était Barclay qui racontait qu'il avait un coéquipier, c'était Shacklesworth, je crois. Il parlait de lui, il disait qu'à l'époque, le public le sifflait tellement pour des trucs ridicules. Il jouait 10 minutes par match, hein, mais qu'il avait demandé à sortir dès que c'était possible au bout de 10 minutes de jeu. Parce que la pression était. Il dit, mais ces mecs-là, ils m'insultent à chaque fois que je touche le ballon alors que je suis dans leur équipe et qu'on gagne de 15 points. C'est-à-dire que même des joueurs qui sont dans l'équipe et quand la situation est bonne, prennent un bouillon terrible. Et c'était le vrai il y a 30 ans, c'était vrai il y a 20 ans, c'est vrai aujourd'hui. C'est un paramètre qui est important dans la saison des Sixers aussi. Ouais, c'est vrai, parce que c'est quand même des fanbases. Tu fais bien de parler de Boston, où même en playoff, vu le prix exorbitant des places, Ouais. c'est quand même un public qui connaît suffisamment bien le sport et le basket pour pas se priver de siffler sa propre équipe quand ça joue mal. Dans la NBA actuelle, ça arrive quasiment jamais. Je veux dire, jamais tu verras ça à Los Angeles, jamais tu verras ça à Miami. C'est quand même pas anodin de voir ce genre de choses, quoi. Mais ceci dit, c'est aussi un avantage quand les équipes viennent à domicile et que c'est elles qui ont la pression de jouer à Philadelphie. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que cette équipe, c'est aussi une équipe qui est composée de gars qui gèrent bien ça. Shai l'a dit, Joel Embiid, c'est un gars qui aime bien les critiques, qui aime bien l'énergie. Donc lui, il se nourrit un petit peu de ça. PJ Tucker, c'est typiquement le gars qui peut jouer dans n'importe quelle Ouais. condition. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Tobias Harris, il est bien actuellement. Enfin, c'est-à-dire que lui, il est pas mal critiqué depuis quelques années, mais pourtant, il continue de jouer un super niveau. Typiquement, dans ces playoffs, c'était limite le meilleur joueur des Sixers de cette saison. Et il a pas mal justifié son contrat sur cette campagne, en tout cas. Après, voilà, la question, c'est peut-être les plus jeunes, comme Tyrese Maxey, comme Matisse Thybulle, qui sont pas encore vraiment prêts pour ça. James Harden aussi, il y a peut-être un point d'interrogation, mais c'est un joueur qui a tout le temps été critiqué, qui a tout le temps été au centre de l'attention médiatique et qui a toujours, quand il allait jouer à l'extérieur ou même quand il jouait à Houston, jouait avec énormément de pression parce que c'était le gars de qui on attendait 50 points par match à chaque fois et qui se faisait siffler même quand il en mettait 50 parce qu'il prenait 200 lancers francs par match, parce qu'il provoquait des fautes, il faisait des step back à 18 pas, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est un effectif, je veux le croire, qui, au-delà des jeunes, est prêt à encaisser cette pression-là et qui peut s'en servir comme moteur justement pour avancer et pour déstabiliser les équipes adverses. J'ai retrouvé ce dont je vous parlais de Barclay qui parlait de Shackelford, son ancien coéquipier. En fait, l'histoire, c'était qu'il prenait des fautes volontairement Pour pour sortir. sortir du terrain. C'est Il disait, quand je terrible. jouais pour les Sixers, les gens hurlaient des trucs à leurs propres joueurs, c'était brutal. Alors, c'est Barclay qui parle. J'ai joué avec un gars, Shackelford, qui prenait volontairement 2 fautes très rapidement. On lui a demandé pourquoi il faisait ça. Il a répondu, je fais ça parce que je ne supporte pas d'entendre ce qu'ils me disent depuis les tribunes et quand je suis sur le banc, ils ne me parlent pas. Je ne supporte pas cette pression. Ils me crient dessus, parlent de ma mère, de mes enfants. Quand je prends 2 fautes rapidement et me retrouve sur le banc, ils me laissent tranquille. Donc et ça, c'était vrai, c'était il y a 30 ans, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait. C'est des choses que Simmons a dû entendre, même si c'est sur une période très courte. Et c'est ce que des mecs comme Harden peuvent très bien entendre si ça se passe pas comme les fans l'espèrent, en fait. Alors, ce qui est intéressant pour Harden, quand même, avec cette renégociation de contrat, c'est qu'il a tout intérêt, pour des raisons ne serait-ce que personnelles, à faire une super saison, en fait. Parce que je pense quand même que malgré tout, son objectif principal, c'est, au-delà de gagner le titre, c'est de cartonner cette saison et de renégocier l'an prochain, de opt-out à nouveau et de repartir sur un nouveau contrat. Et ça passe par une grosse saison individuelle. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant. On a l'impression que chaque été, James Harden, chaque été, on a l'impression d'écrire les mêmes articles sur Basket Session. Ah, James Harden a l'air en pleine forme, il est dans la meilleure forme de sa vie, son entraîneur dit qu'il a perdu 15 kilos, je sais pas quoi. Et puis on voit la reprise de la saison, on se dit, mais c'est pas possible, en 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé là? On a l'impression qu'il a pris 25 kilos. Donc voilà, là j'imagine qu'il y a une pression quand même autour de lui à ce stade de sa carrière, après un échec complet à Brooklyn et une sortie de vestiaire. Qu'on n'aurait pas imaginé avoir redemandé un deuxième trade aussi court. Moi, j'avais même jamais vu ça en NBA. Il y a quand même une vraie opération de communication qui a été mise en place. T'en parlais tout à l'heure, Shai, vite fait, avec le fait que voilà on l'a vu s'entraîner avec Tyrese Maxey, il organise des dîners avec des joueurs de l'équipe, etc. Il a vraiment insisté à fond sur la com en disant voilà, j'ai dit aux Sixers de s'occuper de renforcer l'effectif et je prendrai ce qui resterait. Vraiment.
grand samaritain James Harden. On sent qu'il y a une opération com importante et qui doit s'accompagner par contre par une grosse campagne sportive. Et donc ça va être intéressant parce que là, il a vraiment, au bout du compte, comment dire, les objectifs de l'équipe et les siens sont vraiment liés là pour ce coup-ci. Et c'est vrai qu'après les échecs à Houston, les échecs aux Nets, même l'échec, on peut le dire, à OKC, même si c'était encore un jeune joueur, les joueurs du 8, notamment Chris Bosh, a vraiment expliqué qu'à l'époque, la finale OKC-Miami, Miami a décollé à partir du moment où ils se sont mis à cibler spécifiquement James Harden. Ils l'avaient identifié comme étant le maillon faible parmi le Big Three de l'époque, ou Big Four, si on veut ajouter Serge Ibaka. C'était une équipe quand même ultra talentueuse, ultra jeune. Donc on ne peut pas garder ça. Voilà, c'était une autre époque. On a même l'impression que c'était dans une autre ère. Mais il y a un moment où James Harden, s'il veut cimenter sa carrière, il faut quand même que ça passe par une campagne de playoff réussie dans laquelle il aurait été percutant et performant. Du coup, là, tu reparles de Casey, mais je me suis déjà posé la question. Alors, est-ce que c'est trop tôt pour parler de ça ou pas? Mais est-ce que finalement, la meilleure version de James Harden, ce serait pas un Harden sixième homme qui peut entrer et être débarrassé de certaines tâches qui incombent aux joueurs titulaires et aux stars des équipes? Parce qu'au final, c'était un joueur monstrueux en sixième homme, il était incroyable. Est-ce que là, avec le potentiel, les qualités athlétiques qui sont les siennes maintenant, est-ce qu'il n'a pas vocation à devenir un super sub à court ou moyen terme, quoi? Bah, je trouve que c'est un peu fort quand même parce que, enfin, quand même, mine de rien, on parle de James Harden tout le temps comme un joueur qui a échoué en playoff et qui a jamais trop réussi. Mais mine de rien, à Houston, il a eu des vraies campagnes où c'était le gars et où il avait déjà des stats super et des résultats, notamment cette saison 2017-2018, il me semble, où il pousse les Warriors jusqu'au final de conférence et où il a de vraies chances de se qualifier. Et sincèrement, il aurait peut-être eu de vraies chances de gagner le titre derrière. Et je crois pas que James Harden soit forcément un futur sixième homme. Après, c'est vrai qu'il y a cette question du futur contrat qu'il va négocier, qui est peut-être un peu piégeux parce que le fait qu'il prenne un contrat aussi court fait qu'il va pouvoir négocier un contrat peut-être l'année prochaine, quand il est encore à un âge assez raisonnable. Mais le contrat, s'il est sur 4 ou 5 ans, va l'emmener jusqu'à la fin de sa carrière. Et vu comment on voit à quel point il dépend de son explosivité, de son premier pas, effectivement, si ça continue, il ne sera plus bon qu'à être un super sub. Et un super sub qui est payé au maximum, c'est un problème systématiquement. Et il y a même des personnes qui, a priori, dans la ligue, pensent que le plan actuel entre Daryl Morey et James Harden, c'est que Daryl Morey aurait fait une promesse à James Harden, comme quoi il aurait un contrat max qu'il attend l'été prochain ou dans 2 ans parce qu'il a fait un effort cet été. Donc potentiellement, c'est potentiellement juste de la com, en fait. C'est peut-être juste ce coup de ouais, cette fois-ci, je veux gagner, je veux le titre, et il en parle tout le temps dans tous les médias, il insiste là-dessus. Je fais ça pour gagner, je fais ça pour le titre, etc. Et il appuie tellement que ça devient louche. Et d'après Mark Stein, qui est quand même une source assez fiable, il y a vraiment des exécutifs qui pensent que James Harden a une promesse illégale de la part des Sixers. Et c'est vraiment Daryl Morey style, parce que c'est un gars qui déjà a clairement recruté PJ Tucker en dehors de la free agency, mais ça, tout le monde le fait, qui a essayé de monter des contrats du futur à Houston, où des fois, il s'est fait un peu retoquer sur la ligue. On se souvient par exemple de Néné, où il avait mis 200 000 clauses dans son contrat, des bonus pour pas que ça compte dans le cap. Et la ligue a fait, bah non, stop, tu te fous de ma gueule. Et très clairement, en fait, c'est un gars qui a tendance à flirter avec les règles, à peut-être aller un petit peu au-delà. Et donc, il y a vraiment des chances que ce soit une réalité, cette histoire de futur contrat. Donc, est-ce que c'est juste un coup de com'? Est-ce que James Harden est toujours un gars qui mérite le max dans la ligue actuellement? C'est des questions qui sont tellement complexes aujourd'hui que, voilà, on n'a pas de réponse, quoi. Je pense que c'est vite vu, hein. Enfin, là, avec ce qu'il a montré récemment, parce que je suis d'accord avec toi pour dire parce que tu parlais de 2016, 2017 ou même 2018 quand il est MVP, mine de rien, ça commence à remonter, même si ça nous paraît récent. Il s'est passé des choses entre-temps, 2 années de Covid, un temps de jeu, forcément d'un nombre de matchs qui a varié. Lui, sa forme a changé. Après, là, je dis ça pour la provoque. Je sais bien qu'aujourd'hui, il ne va pas être sixième homme, tu vois, mais j'ai juste l'impression que l'évolution de son jeu et la courbe me fait plus penser à est-ce qu'il ne va pas finir, si ça ne se passe pas bien à Philadelphie, évidemment, s'il ne va pas chercher des contrats dans une grosse équipe plutôt en tant que super sub. Mais si ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que s'ils ont vraiment programmé un contrat max, moi je vois ça comme une catastrophe industrielle, comme on a vu avec d'autres joueurs avant. Enfin, s'il est au contrat max et qu'il ne retrouve jamais la moitié du niveau qu'il avait, ça file vers un mur, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'effectivement, il y ait eu une poignée de main avec un clin d'œil pour se dire on se retrouve l'an prochain pour renégocier ça. La question du contrat max, elle est forcément compliquée. En fait, limite, j'ai l'impression que c'est pas tant le montant annuel du salaire que le nombre d'années, en fait, qui sera vraiment intéressant à suivre l'an prochain si jamais il re-signe avec les Sixers. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un joueur de sa classe, imaginons qu'il fasse une saison où il cartonne. On va pas forcément mettre. Encore une fois, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse une saison telle que celle qu'il pouvait signer quand il était MVP, mais une très grosse saison avec les Sixers qui font une très belle saison, titre ou pas, voilà, bref, qui prouvent des choses. C'est sûr qu'il y aura un gros contrat qui l'attendra. La question, ça sera de savoir effectivement pour combien d'années il re-signera et quel type de clauses seront mises en place. C'est vrai que s'il devait signer un contrat aussi fou, taré, j'ai même pas les termes pour décrire celui que les Wizards ont donné à Bradley Beal. Bon, bah là, ça serait effectivement catastrophe industrielle. Si c'est un contrat avec des très gros salaires à l'année, mais avec un certain nombre de clauses en faveur du club ou voilà, un certain nombre de matchs à pouvoir jouer ou des clauses en fonction de l'état de forme, ce sera un peu différent. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'argent qu'il a mis de côté cette année, il le récupérera dès l'été prochain. Ça me semble inéluctable, à moins qu'il y ait voilà, une blessure catastrophique qui l'empêche de jouer, il récupérera son argent, c'est clair. C'est clair. Que ce soit aux Sixers ou que ce soit autre part, à voir aussi. La question de. Elle n'est pas inintéressante, ta question, Shai. Est-ce que, il serait mieux en espèce de backup, le terme n'est pas propre, mais du moins sub, voilà, pilote de la deuxième unit. Je pense que là, effectivement, comme le dit Benjamin, c'est un peu prématuré comme question. C'est une question qui va se poser. Finalement, on voit que même. Enfin, c'est assez marrant. Ça me fait penser à Carmelo Anthony qui rigolait quand on lui posait la question. Et finalement, un an après, il était obligé de s'y mettre aussi et à sortir du banc. Il y a un moment, voilà, les joueurs comme ça sont obligés d'évoluer dans leur rôle. Vu ce qu'on sait de lui, parce que c'est quand même un joueur assez discret qu'on connaît peu, au bout du compte, James Harden, c'est compliqué de savoir ce qu'il pense. Pour avoir eu l'occasion de faire une interview même en tête-à-tête avec lui, c'est quand même le masque qu'il affiche sur le terrain, il l'affiche aussi souvent en dehors du terrain. C'est vraiment compliqué de le laisser faire en sorte qu'il se relâche et qu'il donne un peu des informations sur lui-même ou même sur les choses qui lui plaisent. C'est pas quelqu'un de simple à lire. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit dans sa mentalité d'accepter ce type de rôle un peu prématurément ou de faire comme ont pu le faire. Ray Allen ou Vince Carter de pouvoir s'adapter au bout d'un moment et poursuivre leur carrière, gagner des titres dans le cas de Ray Allen en acceptant un rôle totalement différent de celui qui avait été le leur durant leur saison de All-Star enfin, James Harden est encore All-Star, mais je veux dire, des saisons où ils étaient vraiment ultra dominateurs. Je pense que voilà, les Sixers et Harden peuvent encore espérer que Harden a encore en stock de quoi faire la saison prochaine. Mais finalement, la saison dernière, même si elle a été décevante, a été encore très correcte d'un point de vue statistique. Même quand il jouait quand les matchs qu'il a joué avec les Nets, c'était plutôt bon. Ce qu'il a fait avec les Sixers, c'était vraiment intéressant. C'est en playoff, encore une fois, qu'on a vu les limites. Et au-delà des limitations, ce que je trouve dingue, en fait, c'est la manière en fait, dont souvent ces campagnes se sont terminées en playoff. Là, quand même, il reste sur une élimination face au Heat, où il est sorti en disant ouais, je comprends pas, j'ai pas eu le ballon, quoi. Comme si c'était sixième homme, justement, ou un mec du banc qui dit ouais, on m'a pas donné la balle alors que j'étais chaud. Attends, t'es James Harden, t'as le ballon sur chaque possession. Si tu veux la balle, t'as la balle. C'est pas que tu vas pas me faire croire que c'est Tyrese Maxey ou Tobias Harris qui a regardé de ton côté et qui s'est dit non, je vais donner la balle de l'autre côté à Matisse Thybulle pour qu'il prenne des tirs à 3 points. Donc, Mais c'est. ce qui est fou, c'est que, en fait, quand tu repenses à la carrière d'Arden, c'est-à-dire qu'en playoff, même quand dans des séries où ça s'est bien passé pour son équipe, la fameuse 2015 contre les Avec le Clippers, comeback, ouais. mais le comeback, il se fait pile quand Harden est sur le banc, quoi. Et c'est Corey Brewer et Josh Smith qui te font le. Et c'est pile quand il sort que ça recommence à. Enfin, c'est fou. Il y a un. Après, voilà, il y en a toujours qui disent voilà, les playoffs, c'est un sport différent, le terrain se réduit, la défense n'est pas pareil. Je ne sais pas si dans une mémoire récente, il y a un joueur qui a plus incarné ça que Harden, en fait. Ça enlève rien à son talent. Ça veut dire, il est monstrueux offensivement. Il a, le nombre de fautes qu'il a réussi à provoquer, qu'il arrive toujours à provoquer. Ouais, quand je parle de sixième homme, en fait, c'est juste que j'ai l'impression que là, si cette fenêtre de tir ne se passe pas bien pour lui et pour Philadelphie, si on ne voit pas vraiment une amélioration ou une adaptation à un rôle qui lui convienne et qui convienne aux Sixers, je le vois malheureusement plus emprunter
enfin, ce qu'il devrait faire, plus une trajectoire à la Melo. Tu parlais de Melo. J'ai l'impression que dans un an, on va peut-être demander à Harden, mais tu vas sortir du banc aux Lakers ou pas cette année et qui va dire pardon, vous savez à qui vous parlez. J'ai l'impression que c'est un scénario plausible en fait, malheureusement pour lui, pour les gens qu'il aime et tout ça, mais franchement les dernières saisons, j'ai pas du tout trouvé ça encourageant et j'ai l'impression qu'il y a une régression et pire, en fait, c'est pas tellement une régression ou une stagnation, c'est que ça fait ça à plein de très très grands joueurs, c'est que j'ai l'impression qu'il se rend pas compte lui-même de ce qu'il est plus ou pas capable de faire sur le terrain. Sur les courtes analyses qu'il fait parfois des matchs, en fait, hein, c'est ça que je veux dire. Tu as raison, c'est plutôt un taiseux, il n'aime pas trop. Mais quand il parfois, ça me fait le même effet qu'avec d'autres joueurs. Il parle de trucs, tu as l'impression qu'il n'a pas vu les mêmes matchs que toi, en fait, tu vois. Il regarde un truc, il te parle du nombre de balles qu'il a reçues. Voilà, c'est juste, voilà, c'est un scénario un peu catastrophe pour lui et pour les gens qui l'aiment bien, mais je pense qu'on en reparlera peut-être dans un an. Voilà, on se donne rendez-vous dans un an pour faire le point sur lui, mais c'est pas à exclure, à mon avis. Moi, je l'aime pas, franchement, mais là, j'ai l'impression qu'on parle de Lou Williams, quoi. C'est vraiment. Mais parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que ces stats en playoff, par exemple, ça s'explique aussi par l'adversité à laquelle il a dû faire face. Typiquement, 2020 reste une campagne de playoff crédible dans laquelle il perd contre les Lakers, qui sont ensuite champions. Et ensuite, il y a Brooklyn où il est blessé et Philadelphie où il joue contre le Heat. Effectivement, il n'est pas du tout réaliste, il n'était pas du tout en mesure de jouer les possessions parce que, en fait, quand on voit, il était complètement bloqué, mais il était aussi bloqué parce que la stratégie du Heat était d'envoyer PJ Tucker en défense tout-terrain, Victor Oladipo qui le colle vraiment à 2 cm et tous les efforts défensifs du Heat étaient vraiment concentrés sur James Harden pour le limiter. Ça a super bien marché, mais du coup, forcément, ses stats à lui sont beaucoup plus faibles que les autres. Et en fait, dans toutes ces campagnes de playoffs, depuis qu'il est vraiment le gars qui est menaçant sur le backcourt pour l'équipe adverse, il a toujours été ciblé par le meilleur défenseur et on ne l'a jamais vu dans un rôle dans lequel il peut vraiment laisser les autres prendre vraiment des responsabilités. Et c'est pour ça que je pense que James Harden garde un potentiel de starter, au moins pour sa capacité à tirer et à créer de jeu, tout simplement. Et je pense pas qu'il sera 6e homme avant quelques années. Parce que la différence avec Melo, son impact en défense, c'est encore quelque chose de all-time, quoi. C'est vraiment un gars qui a un désintérêt pour la défense quasiment jamais vu. James Harden est en soi capable de faire quelque chose à ce niveau-là. Et aussi, c'est un joueur qui est capable d'impliquer ses coéquipiers et qui donc ne sera, à mon avis, jamais réduit à ce stade où on va dire c'est bon, sors du banc parce que tu peux faire plus que ça. Ou alors vraiment en fin de carrière. Et je pense qu'il a encore 3-4 années où il est vraiment titulaire indiscutable, au moins, comme je disais, pour sa capacité à tirer et à créer. Et je sais qu'il y a un peu de provoque, etc., et qu'on rigole, mais je ne vois pas du tout James Harden sortir du banc dans les saisons à venir. En NBA, ça va vite maintenant. C'est ça qu'il n'y a plus rien d'impossible. Et on a vu des trucs. Ce qui s'est passé à Brooklyn avec lui, Kyrie et tout. Ouais, bien sûr. Moi, si tu me dis dans un an, il est 6e homme aux Lakers, je te crois. Hein. Alors, j'exagère. Mais par contre, je n'exclus pas du tout que ça se passe bien cette année. Et j'ai même dit au début du podcast que je trouve, voilà, même si c'est une opération de com et tout ça, l'approche, en tout cas, me paraît bonne. Il m'a l'air dans de bonnes dispositions, alors qu'à Brooklyn, j'en étais pas sûr, déjà. Quand il est arrivé, les premiers trucs et tout, plus sa réaction immédiate aux dingueries de Kyrie, au mutisme de KD, tout ça, j'étais déjà un peu... Voilà. Là, il m'a l'air d'être dans la bonne approche. Après, ce que ça va donner... De toute façon, les Nets, c'était quand même le triangle des Bermudes, quoi. Rien n'avait de sens à aucun niveau. Je veux dire, personne ne sait ce qui s'est passé dedans. Tu as l'impression que c'est limite un petit peu comme qu'on aura peut-être des trucs dans 20 ans, Oui. quand les gens auront fait des psychanalyses ou auront pris de l'ayahuasca ou seront allés voir des chamans pour exorciser les démons et pour enfin en parler sereinement. Mais bon, les Nets, c'est juste. C'est dur finalement d'en tirer des vrais enseignants parce qu'à chaque fois qu'on a eu l'impression que les plus grosses dingueries étaient passées, il y a des plus grosses dingueries qui sont produites après et on a encore le nez dedans Ouais, en ce moment. sur Harden, j'en ai déduit qu'il avait vraiment pas de patience pour les conneries. C'est-à-dire que la fameuse phase où ils disent que ça s'est vraiment rompu dans sa tête, c'est quand il a vu Kyrie avec son encens dans le vestiaire et qu'il était décomposé. Je ne sais plus quel journaliste décrivait cette scène et il a dit c'est le moment où Harden a dit non, c'est bon, sortez-moi de là, je suis une célébrité, c'est bon. Mais ceci dit, c'est vrai qu'au moins, ce qui est rassurant aux Sixers, c'est que là, il y a des cadres et des gars qui parlent fort dans le vestiaire. Genre, Joel Embiid, déjà, est un vrai leader. PJ Tucker est PJ Tucker, et c'est vraiment le leader vocal, je pense, qui manquait aux Sixers, notamment pour ce cadre-là. Et mine de rien, Doc Rivers, s'il a une qualité, c'est au moins celle-ci, Oui. de savoir parler à ses joueurs, de savoir les cadrer, etc. Donc peut-être que Doc Rivers n'est pas un super coach, mais peut-être que c'est le coach qu'il faut à James Harden
actuellement, justement pour le recadrer, le remettre dans son rôle et lui dire: «Bah, arrête avec tes conneries, maintenant deviens un bon joueur de basket plutôt qu'une diva, quoi». Ouais, 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 bah, ça, on verra parce que c'est vrai que Doc Rivers, c'est aussi le meilleur coach. Enfin, une de ses vraies qualités, c'est aussi de savoir se protéger et de savoir quel joueur faire passer sous le bus, si ça lui permet de garder son job. Donc, non, mais en tout cas, c'est vrai, blague à part, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que quand même tout est réuni, globalement pour que les Sixers soient forts en saison régulière. En tout cas, ils ont encore de la marge pour bouger des choses, si jamais il y a besoin. Cette équipe, me semble dangereuse. Ce qui est pas mal aussi, c'est que finalement, c'est tellement le bordel du côté des Nets. Ça pourrait être aussi potentiellement le bordel du côté de Boston, maintenant que Jalen Brown s'est retrouvé dans les rumeurs de transfert suffisamment. Ça peut faire suffisamment de bruit, du moins, pour que la pression soit pas sur les Sixers dès le début de saison et qu'ils puissent entamer la saison un petit peu sereinement, et prendre le temps comment dire, de se mettre tous au diapason et d'avancer ensemble. Ça me semble intéressant. Euh, à l'heure actuelle, en partant du principe que Boston reste le Boston actuel sur le papier, sachant ce qu'on connaît des autres équipes de la conférence Est, quel potentiel vous prêtez à cette équipe des Sixers? Alors, bon, les playoffs, on en a parlé, c'est un peu compliqué, mais ne serait-ce que sur la saison régulière, vous leur prêtez quel potentiel pour la saison prochaine à l'Est? Je trouve que ça va dépendre de justement ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'ils vont demander à Embiid ou ce que Embiid va accepter de relâcher un peu. Mais bon, en dessous de top 3, c'est un échec, je pense, quand tu as Harden, Embiid en même temps et un effectif relativement complet. Je les vois finir top 3 à l'Est sans problème. Et comme tu disais, en fait, c'est une bénédiction qu'ils ne soient pas dans les conversations pour KD parce qu'on ne se demande pas est-ce que l'effectif va pas imploser à cause des rumeurs parce qu'à Boston, on sait que voilà, Jalen Brown est contrarié quoi qu'il arrive. Euh, ouais, je les vois top 3 et en dessous, ce serait très surprenant, sauf blessure évidemment. Quasiment la même chose. Je pense juste qu'en gros, il y a un tiers dans la conférence Est avec Heat, Celtics, Bucks et Sixers, du coup. Et tant qu'ils sont dans ce tiers-là, pour moi, c'est bon parce que les trois autres équipes sont tout à fait en mesure de prendre le premier spot. Donc, c'est vraiment une place qui fluctue entre 1 et 4. Après, voilà, c'est un truc aussi qu'on observe de plus en plus ces dernières années, c'est le seeding en playoff est de moins en moins important aux yeux des équipes. Il y a des chances aussi qu'ils prennent la 5e, 6e place parce qu'en saison régulière, ils se donnent le temps de tester plein de rotations, de tester des modes défensifs différents, et cetera. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver en play-off avec une équipe coordonnée, avec quelque chose de vraiment prêt, quitte à sacrifier quelques matchs en saison régulière, quitte à laisser Joel Embiid se reposer. Donc, en fait, le plafond de l'équipe, c'est première place et le plancher de l'équipe, c'est peut-être la 6e. Par contre, si ça marche pas bien tout de suite, si la mayonnaise prend pas, je pense que là, ce sera la dernière pour Doc Rivers. Je pense que il se dit en tout cas que Morey, à la base, il voulait vraiment mettre un mec à lui et que c'était pas Rivers, c'était pas forcément le coach avec lequel il voulait bosser. Je pense que si le démarrage est poussif, s'il y a des blessures, etc., le siège sera vite éjectable à mon avis. Bah, Mike D'Antoni et Quinn Snyder sont dispo sur le marché. Clairement, Doc Rivers, il est dans les rumeurs depuis un moment. Les Sixers n'ont pas trop de possibilités de faire un trade pour changer leur effectif. Enfin, il y a Tobias Harris, etc., mais bon, ça risque d'être compliqué. Donc concrètement, s'il y a un truc qui va pas en début de saison, je pense que Doc Rivers, ça va être la cible numéro 1 et qu'il y a une vraie chance qu'il saute si quelque chose ne marche pas. Ouais, je partage votre avis. Sauf si c'est pour des raisons de blessure, en fait, qui leur faire perdre un petit peu de vitesse au démarrage. Je pense effectivement que voilà, Doc Rivers aura aussi la pression de réussir sa saison avec Philadelphia parce que c'est la raison principale qui a poussé les Sixers à faire ce trade en cours de saison l'an dernier. C'est que quand tu as un joueur comme Joel Embiid qui est aussi talentueux, mais qui a aussi des problèmes physiques, tu peux pas te permettre de gâcher saison après saison de son prime sans essayer vraiment de gagner le titre quoi qu'il arrive. Donc il y aura quand même une pression malgré tout sur cette équipe. Ça sera intéressant à suivre. Pour Quinn Snyder, effectivement, il est disponible. Je ne sais pas dans quelle mesure il ne faut pas malgré tout que le Jazz donne son accord vu qu'il n'a pas été, enfin il est parti, il n'a pas été viré par Utah. C'est lui qui a choisi d'arrêter de coacher l'équipe. Donc peut-être qu'il y aura des compensations qui devraient aller
du côté d'Utah au cas où les Sixers voudraient le faire venir. Voilà, en tout cas, je suis d'accord avec vous sur le potentiel, le maximum de cette équipe et sur son plancher, du moins tel qu'on voit l'équipe sur le papier maintenant. Ça va vraiment être intéressant de voir aussi l'attitude de James Harden, dans quel type de joueur, enfin, comment il se positionne. Est-ce qu'il se positionne vraiment dans une espèce de non, finalement, c'est moi le playmaker principal, je veux jouer tous les ballons, ou est-ce qu'il arrivera à trouver un bon compromis entre ce qu'il a fait au Nets et ce qu'il faisait à Houston? Ça va vraiment être intéressant. Intéressant aussi de voir ce que donnera cette défense des Sixers, parce que je les trouve plus à même de pouvoir avoir une défense de haut niveau cette année avec les changements qui ont été faits dans le roster. Voilà, tout ça sera intéressant à suivre. On verra ça à la rentrée, bien entendu. Comme je vous l'avais dit, nous, on va prendre une pause de 3 semaines là, du podcast. Mais en attendant, vous pouvez retrouver bien sûr toute l'actualité du basket NBA, mais aussi international. Ça sera sur basketsession.com. N'hésitez pas à aller écouter aussi le podcast de Benjamin, Le Carton. Voilà, on a la chance en France d'avoir une offre basket vraiment diversifiée et de qualité. Donc, allez écouter Le Carton. Je vous rappelle que le dernier numéro du MOOC Reverse est toujours disponible sur basketsession.com, le numéro 10 spécial Playmaker. Il reste aussi certains numéros des numéros précédents, notamment celui sur Chicago, celui sur More Than Ballers, où on parlait un petit peu voilà, de tout ce que les basketteurs peuvent faire en dehors du terrain. Il y a le numéro 8 sur les Bad Boys et le numéro 9 sur l'année 2003. Tout ça, c'est toujours disponible sur basketsession.com. Nous, on vous donne rendez-vous d'ici 3 semaines pour reprendre un peu le fil de ces podcasts. Merci de nous suivre. Quelle que soit la plateforme, voilà, on vous en est reconnaissant. On vous souhaite de passer un très bel été et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao à tous. Ciao. Salut.